Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinar. Désolé si certains ont eu des problèmes techniques, en tout cas pour la visualisation de la première session. Mais du coup, on fait cette session de rattrapage et puis il y aura la possibilité de revoir tout ça en replay. Ce deuxième webinar, donc des webinars mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, portera sur la manière de réinventer son business model dans le contexte économique actuel. Voilà, chose peu simple. De ce fait, donc, on va aborder donc le sommaire de ce webinaire, donc le rappel de la définition et des fondamentaux de ce qu'est un business model. Une matrice que je vais vous présenter pour synthétiser votre modèle économique. Comment challenger son business model, faire en sorte de le challenger, et tout cela pour modéliser une stratégie gagnante. Alors, le rappel de la définition et des fondamentaux, le modèle économique, donc ça désigne la manière dont une entreprise crée de la valeur fonctionnelle. Alors, tout d'abord, il y a la valeur, la perception du prix par rapport à la valeur, donc c'est le rapport entre le prix payé et la valeur perçue en retour par le client. Il y a aussi la notion de métaproduit, donc c'est le produit global, l'ensemble d'éléments qui constituent donc une offre, produits et services confondus. Donc c'est l'optique d'offrir une solution client globale. Et puis il y a la notion de qualité, bien entendu, qui aujourd'hui est finalement un prérequis. Quelque part, les attentes clients ont dépassé largement donc, le simple seuil de la qualité. Ils demandent un petit peu plus aujourd'hui. Le modèle économique, ça désigne la manière dont une entreprise également donc, crée de la valeur sociale et symbolique. Alors, vous avez les tendances et les modes, ou l'image de marque, comme on peut le voir avec l'exemple de McDonald's. Donc, c'est l'influence des émotions dans la société. Comment ces émotions vont influencer en tout cas certains choix et certains modèles économiques. Et puis il y a la valeur d'estime aussi. Donc ça, c'est le lien affectif qui s'établit entre l'utilisateur et le produit, ou le service d'ailleurs. On peut choisir un objet pour un objet ou un service, un produit ou un service pour différentes raisons qui peuvent être personnelles, émotionnelles, voire culturelles. Et on parle aussi donc d'une valeur ajoutée au travers de cette valeur d'estime parce que c'est ce qui, en plus de la fonctionnalité, fait sens pour le client. Au moment de son acte de consommation, de la contractualisation avec pour un service ou autre, c'est ce qui va donner du sens en plus de la valeur fonctionnelle du service ou du produit qu'il s'octroie. Alors, le modèle économique, donc, ça désigne également la manière dont une entreprise crée de la valeur émotionnelle, donc l'implication affective et humaine, qui peut être donc une implication aussi du client, un engagement, un attachement, un intérêt, une importance particulière qu'il pourrait donner par exemple à de la consommation responsable, la notion de local que l'on retrouve beaucoup actuellement et qui est très importante, cette notion d'appartenance aussi, ou encore le sentiment patrimonial, on va dire, d'un patrimoine en tout cas, voilà, qui peut être prépondérant en tout cas dans le choix qu'il fera. Et donc une entreprise peut jouer sur cette valeur-là, peut créer cette valeur-là vis-à-vis de ses clients. Le côté expérientiel ou événementiel, alors pour cela, il y a différents formats. Bien entendu, ça peut être la théâtralisation du point de vente. Il y a du merchandising sensoriel qui peut être mis en place si vous êtes sur un point de vente physique, bien entendu, avec du marketing olfactif, visuel, tactile. Vous pouvez faire, donc, pour le côté expérientiel, certaines agences de voyage aujourd'hui utilisent des casques de réalité virtuelle ou des murs d'images. Voilà. Et puis, il peut y avoir différents cérémonials aussi qui peuvent être mis en place. Par exemple, tout ce qui est cérémonie de livraison, aujourd'hui, on voit que le système de livraison s'est beaucoup développé par nécessité, en tout cas vis-à-vis de la période actuelle. Et c'est vrai que de pouvoir garantir dans vos services que la livraison du produit que vous destinez donc à votre client se fera dans les règles absolues de la préservation sanitaire de votre employé, mais également donc du client qui recevra le colis. Alors, le point d'après. Le modèle économique donc désigne la manière dont une entreprise
délivre de la valeur. Donc, cette délivrance de valeur, l'entreprise crée de la valeur et doit la délivrer à ses clients, donc par le bon canal de distribution, au bon moment, au bon endroit. Donc, c'est faire en sorte que votre offre, donc produit ou service, soit suffisamment bien pensée pour satisfaire les clients cibles, et soit disponible pour eux en utilisant des canaux appropriés, au moment approprié, encore une fois, aux endroits appropriés. Délivrance de valeur, on peut retrouver, je fais un petit pas volontaire, un petit pas de côté, en reprenant la théorie, on va dire, des 5 B de Charles Kepner. Donc, le premier B, c'est le bon produit, donc la notion d'assortiment, d'être en mesure d'avoir le bon produit par rapport aux attentes et aux besoins clients. Au bon endroit, alors c'est la pertinence du positionnement, la pertinence de la présentation, c'est là où le client se rend, là où le client se trouve et là où le client va souhaiter en tout cas trouver ce qu'il cherche, la réponse à son besoin, la réponse à sa problématique. En bonne quantité aussi, donc c'est le côté disponibilité, hein, on se rend bien aujourd'hui, on voit bien que, puis nous-mêmes en tant que consommateurs, on est beaucoup dans l'hyper-immédiateté. Lorsque l'on commande quelque chose, lorsque l'on souhaite avoir un bien, on souhaite l'obtenir le plus rapidement possible. Cette notion d'hyper-immédiateté à laquelle il faut être en mesure de répondre le mieux possible. Au bon moment, c'est la notion de saisonnalité et d'opportunité. Hein. Donc, ça peut être des événements extérieurs aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Les personnes qui ont été en mesure de sortir rapidement des masques de protection par rapport à la période Covid, ils ont peut-être tiré un petit peu leur épingle du jeu. En tout cas, ça leur a permis de faire quelques ventes additionnelles liées à un événement. Voilà, au bon moment, ils ont ressenti que de toute façon, leurs clients ou leurs prospects, leurs clients potentiels, avaient un besoin spécifique. Ils ont su y répondre à un moment donné. Au bon prix, bien entendu. Alors ça, c'est l'acceptabilité par le client. Le bon prix se définit par l'acceptabilité pour le client, mais également pour le dirigeant et l'activité. Il faut que la marge soit suffisante, bien entendu, pour faire perdurer l'activité. On rajoutera 2 B à cette règle des 5 B, qui sont la bonne information et la bonne présentation. La bonne information, ça répond encore une fois à une attente client qui est de plus en plus répandue aujourd'hui. On a un besoin accru de transparence, de compréhension en tout cas, de ce que l'on achète, de connaissance en tout cas de l'origine de ce que l'on achète et de comment il a été conçu. Et on donne une importance particulière en plus à ces informations-là. Et c'est un choix, c'est vraiment un accélérateur, ou en tout cas un levier de décision pour l'acte d'achat. Ensuite, vous avez la bonne présentation, et donc c'est un bon produit. Alors effectivement, un bon produit qui peut être mal présenté, mais effectivement, vous allez diminuer fortement la notion de pertinence pour le client potentiel, de réponse à son besoin. Est-ce qu'il va vraiment sentir que le produit va répondre à son besoin s'il est mal présenté? Ça, voilà, ce sont les règles, en tout cas, qu'il faut appliquer lorsque vous faites dans la délivrance de la valeur que vous avez créée au sein de vos activités. Le modèle économique, ça désigne la manière dont une entreprise, enfin, capte de la valeur, parce que vous avez l'entreprise, le modèle économique, donc ça montre comment elle crée de la valeur, comment elle délivre cette valeur, et tout cela pour capter de la valeur. Alors, rapidement, 2 indicateurs clés. Donc, vous avez la marge opérationnelle qui se calcule simplement par le chiffre d'affaires auquel on soustrait le coût d'exploitation, les coûts d'exploitation. Donc, ça, c'est un indicateur de performance économique tout à fait classique, c'est votre marge opérationnelle. Seulement, ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas l'indicateur finalement que l'on doit regarder, mais ça vous permet, cette marge opérationnelle, quand vous la rapportez par rapport aux capitaux engagés, ça vous permet de dégager la rentabilité des capitaux que vous avez engagés au sein de votre activité. Et c'est là où il y a cette notion de captation de valeur en fonction des capitaux engagés. C'est un indicateur plus intéressant. On arrive sur la matrice, du coup, pour synthétiser ce business model. C'est la matrice business model Canvas que voici, qui a été créée par Alexander Osterwalder, que vous pouvez voir sur la droite de votre écran. Donc cette matrice, elle est composée de 9 blocs. Donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, où vous avez la proposition de valeur au milieu qui est centrale. Vous avez sur la droite les segments clients. Vous avez également donc la relation avec le client ou les segments clients distincts. Les canaux de distribution, donc vous créez de la valeur que vous destinez à vous délivrer à vos clients. Cette partie-là donc génère des revenus.
Et sur la partie gauche, vous avez donc vos activités clés. Donc, c'est toutes les activités que vous allez devoir mettre en place et réaliser pour pouvoir créer cette valeur. Les ressources clés, donc de quoi vous aurez besoin en termes matériels, mais également humains et financiers, mais toutes les ressources dont vous allez avoir besoin pour pouvoir générer ces activités-là. Et les partenaires aussi sur lesquels il faudra que vous puissiez vous appuyer. Et toute cette partie-là vous donnera également les coûts nécessaires, en tout cas pour la création de valeur, enfin pour la réalisation de votre activité et bien sûr la création de valeur, comme on l'a vu. Alors, il y a l'offre que j'appelle plutôt proposition de valeur, qui est donc centrale parce que c'est la clé de voûte en fait de votre business model. Elle peut être apparentée finalement à une promesse client, une raison d'être en fait de votre activité. Certains experts du web et du e-marketing préconisent, en tout cas dans les sites, de mettre en avant, pour la proposition de valeur en tout cas, un titre qui exprime en une phrase le bénéfice mais ultime de votre offre, vraiment la substantifique moelle de votre offre. Quel est le bénéfice ultime de votre proposition de valeur, encore une fois, de la valeur que vous créez au travers de votre activité. Un sous-titre explicatif, un petit peu plus spécifique sur le contenu de votre offre. 3 à 5 bullet points pour les bénéfices à proprement parler et un visuel. Voilà comment ils peuvent préconiser la présentation, par exemple, sur un site internet de votre proposition de valeur. Ensuite, vous avez cette seconde partie qui est donc la partie segment client. Pour établir vos segments clients, il faut que ce soit avec une certaine pertinence. Pour pouvoir considérer que un segment client est bien un segment client, il faut qu'il y ait une rentabilité suffisante en fait par rapport à une approche spécifique que vous pourriez avoir sur ce segment en particulier. Donc, si vous déterminez un segment composé d'une certaine catégorie socio-professionnelle, d'un certain âge, etc., si vous menez des actions spécifiques sur ce segment client, ce qui donc l'objectif finalement dans cette segmentation-là, si vous êtes suffisamment rentable là-dedans dans cette approche spécifique, c'est bien un segment client. À partir du moment où vous ne pouvez pas dégager de rentabilité, il vaut mieux l'englober dans un autre segment. Ensuite, c'est la gauche donc de notre fameuse matrice qui représente donc l'infrastructure de votre entreprise. Cette infrastructure, elle va être composée donc des activités clés, comme je le disais, donc de quelles activités vous devez réaliser pour pouvoir créer votre valeur, les ressources, qu'elles soient matérielles ou humaines ou financières, vos partenaires, et en bas, donc, vous avez la viabilité financière. Donc, c'est pour la meilleure compréhension de la matrice, de comment elle fonctionne. Vous avez donc la proposition de valeur qui est centrale, la segmentation client, donc à qui vous adressez votre valeur. Pour ce faire, il faut que vous ayez toute cette infrastructure composée et chacun d'eux donc génère des revenus et des coûts. Et donc, ça vous permet de faire la viabilité financière en bas de la matrice. Pour encore une meilleure compréhension, on pourra regarder aussi la matrice sous cet œil-là, avec la comparaison avec notre cerveau humain. On a un cerveau gauche qui finalement est le cerveau de la logique, et pour la matrice, c'est la matrice gauche qui est liée à l'efficacité. Et vous avez notre cerveau droit, donc qui est lié à l'émotion, à la créativité, et donc sur la matrice droite, c'est la notion de valeur, de la création de valeur. Pour challenger son business model, une fois que vous l'avez réalisé ou que vous êtes en mesure de pouvoir l'interpréter de cette manière-là, pour comment le challenger, il faut que vous changiez de posture. Donc, c'est la conception d'un business model qu'il ne faut pas centrer sur l'organisation, comme on peut le voir sur la carte de gauche, qui est joliment barrée, mais plutôt comme sur la carte de droite, avec une conception de business model centrée sur le client. Donc ça, c'est une approche très marketing, mais c'est comment être en mesure de répondre aux besoins clients, apporter un aspect painless finalement au travers de notre offre de réponse à un problème. Donc, ne plus aborder la question de qu'est-ce que l'on peut vendre au client, mais de quoi a besoin notre client et comment est-ce qu'on peut être en mesure de l'aider. Quelles sont ses aspirations, comment l'aider à les réaliser. Ça, ce sont la bonne formulation de questions et la bonne approche finalement, ce décalage, ce changement de perspective. Comment est-ce qu'on touche comment toucher plus efficacement nos clients? C'est pas vraiment la question qu'il faut se poser. C'est comment nos clients souhaitent-ils qu'on leur parle? Comment souhaitent-ils que nous, en tant qu'entreprise, on puisse prendre une place dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur routine? C'est là la bonne formulation et la bonne question qu'il faut se poser.
Quelle relation devons-nous établir avec les clients? Non, c'est quelle relation nos clients souhaitent-ils que nous établissions avec eux? Donc toujours être dans cette démarche empathique, et on le verra avec l'outil qui va suivre. Et bien sûr, à la question comment gagner de l'argent avec nos clients, ce n'est pas la bonne question, c'est pour quelle valeur les clients sont-ils réellement disposés à payer? Qu'est-ce que l'on peut leur proposer comme valeur qui va leur donner suffisamment de raisons pour payer et donner et s'octroyer en tout cas les services ou les produits que l'on peut être amené à leur proposer. Donc, je parlais de démarche empathique et là, on va regarder ce qu'est la carte de l'empathie. Donc, c'est un outil qui est généralement utilisé par des designers pour être au plus proche, encore une fois, de la personnalité des clients auxquels ils peuvent vendre des services. Et donc, cette empathy map, voilà, c'est être en mesure de se poser la question de votre client, mais que pense-t-il, que ressent-il? Qu'est-ce qui est vraiment important pour lui? Quelles sont ses préoccupations majeures, ses inquiétudes, ses aspirations? Mais que voit-il? Comment est composé son environnement? Ses amis, ses proches? Et puis, qu'est-ce que le marché propose à ce profil de client ou de prospect? Et puis qu'entend-il? Qu'est-ce que disent ses amis? Qu'est-ce qu'il va lire comme presse? Qu'est-ce qu'il va regarder comme émission? Que dit son chef? Que dit les personnes qui comptent pour lui? Son conjoint, son compagnon, sa compagne? Qu'est-ce qui va avoir de l'importance pour lui? Comment est-ce qu'on va être en mesure, une fois qu'on sera en mesure de comprendre ça, mais bien sûr on apportera la réponse de comment on doit se positionner et quelle valeur on va pouvoir être en mesure de créer et de lui proposer. Alors que dit-il, que fait-il, quelle attitude il peut avoir en public, bien entendu, son apparence, quelle apparence il souhaite donner et quel est son comportement vis-à-vis d'autrui. Bien sûr, en étudiant également donc quelles sont ses souffrances et quelles sont quand on appelle souffrance, eh bien, quelles sont ses peurs, quelles sont ses frustrations, quels sont ses obstacles, quels sont les freins finalement à une contractualisation, enfin en tout cas un rapport commercial avec vos services ou vos produits. Et en revanche également donc bien définir quels sont ses désirs, ses besoins et en quoi vous allez être en mesure de pouvoir lui apporter une réponse à cette problématique et à ce besoin et à ses besoins. Alors, pour modéliser une stratégie gagnante, j'ai fait un rapide tableau sur lequel, donc, sur chacun des 9 blocs, je décris encore une fois les quelques actions essentielles que vous pourriez être amené à mener en cette période-là. En tout cas, au niveau de la proposition de valeur, faites preuve d'agilité, soyez dans le changement profond, hein, essayez d'aller trouver les points d'ancrage clients qui vont vous amener à affirmer encore un petit peu plus votre positionnement. Ça peut être un positionnement éthique, solidaire, c'est ce qui fait sens aujourd'hui et qui a beaucoup d'écho auprès de la population et des différents clients. Avoir un impact positif avec l'écosystème aussi, hein, prenez bien soin de toute votre chaîne de valeur et de tout votre écosystème et montrez que vous êtes dans une approche bienveillante en tout cas de votre écosystème. Transformez-vous face à vos attentes clients, détectez des signaux faibles clients, copiez les leaders et soyez dans cette approche-là. Donc ça, c'est pour la proposition de valeur. Alors encore une fois, c'est un tableau, je vais pas le prendre comme ça, je vais vous laisser le soin d'y retourner par la suite au sein du replay, puisque j'espère que cette fois-ci, il sera disponible et permettra à chacun de pouvoir le consulter comme il le souhaite. Voilà, donc vous aurez ce tableau-là où vous avez quelques pistes, en tout cas, que vous pouvez apporter d'évolution sur le segment client. Bien entendu, identifier les segments clients qui vont être les premiers à repartir après la crise, vraiment prioriser encore une fois votre action commerciale pour l'optimiser. Sur la relation client, soyez dans la proximité, la relation de confiance, la bienveillance et rechercher ce côté effet waouh, le côté service plus, l'expérience client. C'est vraiment ce qui est attendu aujourd'hui par vos prospects. Et essayer même de développer une marque soignante à 360 degrés, vraiment en travaillant sur le soin apporté à l'environnement, à l'écosystème. Les canaux de distribution, vraiment essayer de marketer autrement, de communiquer autrement, utiliser votre CRM. Et puis tout ça pour générer cette valeur et puis ces sources de revenus. Hein, essayez de remplacer vos revenus ponctuels peut-être par des revenus récurrents. Essayez d'identifier s'il y a des besoins auxquels vous pourriez répondre pour vos clients. Essayez d'être dans l'agilité en tout cas. Encore une fois, dans les activités, pareil, réorganiser la fonction commerciale, optimiser vos déplacements. Essayez de limiter vos ressources clés, mais de les bichonner, toutes vos ressources humaines. Le capital humain, c'est la première des richesses.
Soyez vraiment attentif et essayez de manager différemment. Soyez vraiment dans la dynamique, la bienveillance et donner un cap en tout cas à votre entreprise. Et soyez dans cette approche positive en tout cas. Ce sera très bénéfique en tout cas pour la perception que pourront avoir vos employés comme vos partenaires, fournisseurs, etc. et clients bien entendu, de montrer que vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas dans l'attentisme encore une fois qui est néfaste nécessairement après aux activités. Et puis donc, réduisez votre coût d'acquisition client, vos gains en productivité commerciale, optimisez la fonction commerciale et entretenez votre trésorerie. Alors, pour cela, donc, une liste non exhaustive, mais des pistes en tout cas à envisager pour projeter son entreprise dans l'avenir et modéliser une stratégie la plus gagnante possible. Dans une crise, alors le pire risque, c'est de ne pas en prendre. Donc, c'est ce que je disais, c'est de rester dans une position attentiste, d'être recroquevillé sur soi-même. Ça, c'est ce qui, malheureusement, est le pire risque que l'on peut prendre, en tout cas, est d'attendre et de subir. Je vous engage fortement à travailler sur la raison d'être de votre entreprise, son intérêt social. Ce n'est pas, c'est autre que non anodin que le volet de la loi Pacte sur l'intérêt social de l'entreprise a quand même été inscrit dans notre code civil, ce qui est un pas non négligeable et une orientation, même si le cadre manque, enfin il manque encore un petit peu de cadre, mais c'est quand même les prémices de quelque chose sur lequel je pense que chacune des entreprises devrait se poser la question et travailler fortement sur son impact, en tout cas la place de l'entreprise au sein de la société, vraiment. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les entreprises peuvent même se doter d'une raison d'être dans leur statut maintenant. Enfin, ils pouvaient déjà auparavant, mais c'est engagé en tout cas au sein de la loi Pacte et reconnu. Alors, la réputation de votre entreprise et vos ressources humaines, ce sont les valeurs majeures de l'entreprise et puis de vos entreprises. Donc, bichonnez-les. Impliquez vos équipes. Vous pouvez donc engager un travail dont la matrice AFOM, c'est atout, force, opportunité, menace. Ce sont des méthodologies assez simples à mettre en place, mais qui peuvent vous permettre de mettre en valeur et de faire ressortir les axes différenciants que vous avez déjà et que peut-être vous n'optimisez pas, vous n'utilisez pas suffisamment. Et ça peut mettre également en avant les axes correctifs que vous pourriez apporter au sein de vos activités. Impliquez vos équipes, je suis certain que ils pourront vous apporter beaucoup. Le capital humain, donc c'est la première des richesses, donc l'entretenir. Écoutez vos prospects et vos clients, c'est une chose essentielle. Soyez dans une écoute active, une écoute bienveillante. Posez des questions, mais surtout écoutez. N'appelez pas vos clients pour vendre. Ne vendre au forceps aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Surtout dans la période actuelle, ça pourrait être très mal perçu. Soyez plus dans l'entretien de bons rapports. Soyez dans la bienveillance et dans l'écoute active, encore une fois, de où en sont vos clients. Mais faites ça avec toute votre chaîne de valeur, vos fournisseurs. Essayez d'être et vos collaborateurs, bien entendu. Essayez d'être au plus proche dans l'écoute active pour pouvoir être en réaction derrière par rapport à ce que vous entendrez. Et puis adaptez-vous donc et transformez-vous face à ces nouvelles attentes, clients et autres. Et puis observez la concurrence. Je reprends les termes d'un confrère qui a fait un webinar dernièrement que j'écoutais et qui disait on n'est plus à l'école et finalement ce qu'on nous interdisait de faire, de copier sur le voisin d'à côté qui faisait mieux que nous, aujourd'hui au contraire c'est fortement recommandé. Regardez ce que fait la concurrence, observez-la. Je fais le petit parallèle sur le premier webinar qui a été diffusé de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur sur la veille justement professionnelle et la formation que ma collègue Marjorie propose et qui est de grande qualité et qui pourra vous apporter des réponses sur ce sujet-là en tout cas, et des informations qualifiées sur que fait la concurrence et de quoi vous pourriez vous inspirer, en tout cas si vous êtes en recherche de ces informations-là. Restez en forme et passez à l'action, ça c'est très important, conservez votre énergie et votre leadership. Ça, absolument, il faut que vous montriez que vous êtes capitaine à bord et que vous tenez le cap et que vous allez passer justement le cap avec force et conviction, c'est très important. Essayez d'apporter ce changement profond, un changement profond dans vos activités. Là, on parle de stratégie et de perception à plus moyen, long terme, mais essayez de trouver un point d'ancrage client qui peut être l'éthique, le solidaire, qui sont aujourd'hui des points clés, en tout cas, d'approche des différents business models que
que l'on peut être amené à concevoir ou à réviser. Avoir un impact positif avec votre écosystème, c'est ce que je disais, hein, votre raison d'être. On revient sur la notion de raison sociale, de la place de l'entreprise dans la société. Ciblez vos clients qui démarreront le plus vite, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Réorganiser et optimiser votre fonction commerciale pour essayer aussi de dégager, d'optimiser financièrement et de dégager un petit peu de cash pour pouvoir entretenir votre trésorerie. Le cash sera le roi absolu. Il faudra que vous soyez au plus ric-rac de votre trésorerie, donc bichonnez-la. Quelques exemples en tout cas d'entreprises qui ont été alors liées au Covid ou pas, mais qui ont été en mesure de réagir et d'apporter des réponses et de revoir un petit peu, de revoir leur positionnement, enfin ou pas, mais Peradotto Publicité a fait preuve d'une grande agilité en cette période-là. Bon, tout d'abord, c'est une entreprise dont les dirigeants sont particulièrement impliqués dans l'écosystème local et national, enfin sur la profession. Ils ont un fort entretien, ils font un fort entretien de toute leur chaîne de valeur. Hein. Ils sont vraiment dans une approche globale très positive. Et puis dernièrement, donc pour la période Covid, ils ont développé des produits et des services dédiés Covid. Donc vous pouvez même aller sur leur site internet et vous trouverez un espace dédié Covid où ils vous proposent donc leurs services pour la création d'hygiaphones, personnalisés ou pas. Ils ont développé aussi des bandes de distancement pour les commerçants, mais sur lesquels ils ont retravaillé parce qu'ils trouvaient, enfin, c'est avec un échange avec la dirigeante où elle m'a confié qu'elle trouvait ces bandes de distanciation très anxiogènes finalement et très neutres et assez peu engageantes. Hein. Enfin, c'est quand même un environnement qui est assez anxiogène et impactant pour les personnes. Donc ils sont allés chercher un petit peu, ils sont allés chercher dans leur ADN, comme elle me disait, et ils ont souhaité donc apporter des couleurs et apporter des messages positifs dessus. Donc ils ont créé ces bandes de distanciation qui permettent d'améliorer encore une fois l'environnement des commerces, enfin vraiment l'aménagement des points de vente, sans apporter encore une fois ce côté stressant. Et puis bon, et tout ça dans l'idée de prendre soin aussi de son prochain, hein, des clients de leurs clients et de leurs clients à proprement parler, les commerçants et autres sites industriels parfois. Je voulais citer également Habitat, qui avait réagi parfaitement sur sa proposition de valeur et avait identifié un besoin émergent fort. Aujourd'hui, on sait tous qu'on est tous amenés à faire de plus en plus de télétravail. Habitat propose aujourd'hui un kit de télétravail, un kit mobilier pour aménager, entre guillemets, facilement un espace de télétravail dédié sur lequel voilà, vous pouvez vous installer. Je trouvais ça intéressant et pertinent en tout cas comme démarche et comme proposition en tout cas. Ça c'est la petite image, c'est pour corroborer un propos, un exemple qui me plaisait beaucoup aussi. C'est un artisan fleuriste qui, lui, avait des problématiques de stock. Hein. Il n'arrivait pas à écouler ses stocks de la même manière suite donc à la période. Et puis les difficultés des déplacements de ses consommateurs. Pour ce faire et pour essayer de, finalement, je pense par amour du métier et des plantes, il s'est simplement dit que pour chaque bouquet, enfin il a proposé pour chaque bouquet acheté, d'aller en déposer un, enfin en offrir un en EHPAD à une personne voilà, résidente de l'EHPAD. Et je trouvais ça très intéressant parce que c'était une action qui était bienveillante encore une fois et soignante de son environnement et qui répondait à une problématique de stockage finalement. Et une perte sèche s'est transformée en un gain potentiel d'image en tout cas et de réputation en tout cas de son entreprise et d'action qui permettait encore une fois soignante et bienveillante envers son environnement. Cyrillus, je l'ai indiqué parce que ils ont changé aussi par rapport à des besoins clients et des attentes de leurs clients. Ils n'étaient absolument pas positionnés sur la revente d'habits d'occasion et pourtant, fort du constat que les clients souhaitaient de plus en plus d'habits finalement d'occasion, ils ont investi dans un site de revente d'habits d'occasion. Donc je trouvais ça intéressant de voir une marque comme Cyrillus qui pouvait investir dans un site de vêtements, d'habits d'occasion, comme quoi ils ont été au plus proche finalement des attentes peut-être de leurs clients ou de leurs prospects, clients potentiels, et ils ont répondu à ça, je pense, avec pertinence.
La Poste, bon, pour les services additionnels hein, liés par exemple à un événement, c'était la canicule, si je ne dis pas de bêtises, qui avait déclenché cette réflexion pour tous les facteurs qui finalement, dans leur activité clé, si on reprend dans le, modèle, dans le business model, dans leur activité clé, ils se déplaçaient nécessairement chez les personnes pour déposer le courrier. Et ben, comment faire de cette activité clé une nouvelle proposition de valeur avec un nouveau service additionnel de contact, en tout cas, avec les personnes âgées ou en potentielle détresse, etc. Ben, comment faire en sorte que chaque jour, elles aient une visite par le facteur qui finalement se déplaçait déjà tous les jours sur le domicile de chacun. Et Nice Matin, que je vous souhaitais citer également dans leur démarche, qui avait eu donc ce quotidien de presse locale qui a eu des difficultés financières et qui a su se réinventer. Hein. La digitalisation de la presse, ça a un impact voilà, auquel Nice Matin a été confronté. Donc ils ont lancé des campagnes de crowdfunding, ils ont fait de l'ouverture de capital aux salariés, ils ont modifié encore une fois leur modèle et aujourd'hui ils sont bel et bien présents sur le marché et avec encore d'autres nouvelles choses. Alors, pour modéliser cette stratégie gagnante, le meilleur conseil que l'on peut vous donner, c'est de concevoir votre stratégie en 3 temps. Tout d'abord, le court terme, et soyez dans une démarche de forte résilience vis-à-vis de toute votre chaîne de valeur, hein, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, et soyez vraiment dans cette résilience. Je rappelle rapidement la définition de ce qu'est la résilience. La résilience, c'est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Voilà. Donc, soyez dans cette résilience à court terme auprès de l'ensemble de votre chaîne de valeur. À moyen terme, soyez au plus proche de l'écoute de votre marché, de l'écoute de tous les interlocuteurs avec qui vous pouvez être amené à travailler et soyez dans l'adaptation, comme ce joli caméléon. Soyez dans l'adaptation, l'agilité, réagissez, soyez toujours au plus proche, à l'écoute encore une fois de votre marché. Et enfin, sur le long terme, pilotez sur le long terme et soyez dans un nouveau positionnement, essayez de voir plus loin et d'aller toujours au plus proche de ce qui est attendu par vos clients. Ça, c'est un petit clin d'œil à ma direction et une phrase que j'affectionne particulièrement, et puis un personnage, voilà, quand même, Winston Churchill. Donc un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Voilà, ça fait partie des phrases que l'on fait, voilà, des citations que l'on veut mettre en avant. Il y a également le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend que le vent tourne et le leader règle les voiles. C'est un petit peu dans cet esprit-là, en tout cas, que je vous engage à revoir votre stratégie pour la rendre gagnante. Et puis, je serai ravi de pouvoir vous y aider, enfin vous accompagner en tout cas dans cette démarche-là. Et donc, vous avez mes coordonnées et n'hésitez pas en tout cas à me solliciter par vos questions, réponses. Et encore une fois, navré s'il y a eu un petit problème technique, mais bon, j'espère qu'il aura été résolu et que vous prendrez le temps d'écouter ce replay et je reste à votre entière disposition. En tout cas, un grand merci pour votre attention et puis au plaisir de vous rencontrer prochainement. Au revoir.